Alors oui, ok, on n'est pas à Bali, pour l'instant on est au Portugal. On va commencer par ce film de 2016 car j'ai quelques petites choses à vous expliquer avant. Déjà, je change de format. Je ne veux pas refaire un clip de 8 minutes avec juste des images et de la musique, mais plutôt une sorte de docu-réalité. Et puis vous allez entendre nos voix. On va essayer de vous raconter notre séjour. Deuxième point important, je change de matériel. Je ne répéterai pas 2 fois la même bêtise, tourner avec un 5D Mark II équipé d'un Steadicam à bout de bras pendant 2 semaines. Il faut pas un harnais normalement ? Si, avec un bras articulé. Mais je ne me voyais pas en vacances avec un look de Transformer. Cette configuration était déjà limite tarée. Poids total du setup, 5D plus caillou plus micro plus viewfinder plus steady, 4,2 kg. Et n'oublie pas le sac de 3 kg constamment dans le dos pour le reste du matériel. Sans harnais, sous 40 degrés, je vous le confirme, c'était pas vraiment des vacances. Je décide donc pour ce voyage à Bali de partir un peu plus léger et l'Osmo Pocket est la solution. Cette petite caméra est dotée d'une nacelle gyrostabilisée sur 3 axes et peut filmer en 4K. Mais l'écran de contrôle est ridicule. Bah oui, 25 mm de diagonale en 16/9. Mais on peut y coupler son téléphone pour une meilleure visualisation. Donc voilà le nouveau setup, l'Osmo Pocket avec un support pour son smartphone, un pied ou une perche et un micro. Poids total 614 grammes. Ah ouais, on est bien loin des 4 kg de l'ancienne configuration. Nous pouvons donc commencer d'un pas léger l'aventure balinaise. Enfin le grand jour, comme un bon touriste, je commence à filmer dès l'aéroport, mais là, première erreur, je ne branche pas l'Osmo Pocket au téléphone. Et voilà le résultat. Avec un écran de 25 mm et comme ils ont des vêtements de la même couleur, sans m'en rendre compte, je m'approche d'une autre personne. Chacha un peu grossi, non ? Oh bah merde, c'est pas Chacha. Cette fois, nous partons sans nos enfants. Un petit séjour en amoureux ne peut faire que du bien à notre couple, donc à notre famille. Alors, ne culpabilisons pas. Et regardez Chacha, nous commençons cette aventure d'un pas léger, je vous l'avais bien dit. Nous partons avec la Thai Airways pour un premier vol de 11 heures jusqu'en Thaïlande. Nous ferons une escale de 3h30 à Bangkok, puis un deuxième vol d'environ 4h30 pour arriver à Bali. Ces vacances vont me permettre de tester cette petite caméra dans différentes conditions, parfois extrêmes, comme là pendant un décollage. La stabilisation est plutôt pas mal, je trouve. Allez, c'est parti, il est 13h40 heure française et 18h40 en Thaïlande. Nous arriverons vers 6h du mat à Bangkok, donc 1h du mat heure française. J'espère juste que nous arriverons à dormir un peu. J'ai l'impression que ce premier vol de 9500 km va être long, très long. Le vol s'est très bien passé, mais alors le dodo, pas du tout. L'excitation du voyage, le bruit et mon stress légendaire dans les airs nous ont laissé éveillés durant tout le trajet. Bah c'est pas grave, on trouvera bien un endroit pour dormir un peu pendant les 3h30 d'escale. Dormir ? Ça va pas être possible. Le terminal de cet aéroport est le 3e plus grand au monde derrière celui de Pékin et de Hong Kong. Et ils ont eu la bonne idée de placer des bornes de climatisation tous les 20 mètres. À l'intérieur de ces bornes, il y a des haut-parleurs et dans ces haut-parleurs, il y a une voix qui annonce principalement en thaïlandais des informations pour les passagers. Franchement, on est vraiment fatigué, cette voix est insupportable. Elle ne s'arrête jamais. Allez, c'est l'heure de notre deuxième vol direction Bali. Encore 4h30 et le calvaire est terminé. Il est 9h30 à Bangkok, donc 10h30 à Bali. Il y a juste 1 heure en plus. Nous atterrirons vers 15h. Il sera 9h du matin en France.
ça y est, nous survolons enfin l'île de Bali. Ces voyages en avion sont vraiment interminables. Bali est située entre les îles de Java et de Lombok. Elle fait partie des 13 466 îles d'Indonésie, dont 922 sont habitées. Il s'agit du plus grand archipel au monde. Sa superficie est de 5637 km², environ 140 km sur 80. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus grand que le département de la Creuse en France. Il y a 124 000 habitants dans la Creuse, alors que Bali en comptabilise 4 225 000. La population est donc très dense. Examinons l'île de plus près. La capitale est Denpasar. Voici son relief, ses lacs, ses rivières, Ses montagnes, ses temples, ses principaux axes routiers, ses différentes villes les spots de surf. et les spots de plongée. Mais pour l'instant, nous sommes à l'aéroport où un chauffeur nous attend pour nous emmener dans notre premier hôtel situé à Sanur, sur la côte sud de l'île. Nous voici donc arrivés au Diwankara Beach Hotel and Resort, un 3 étoiles. Un petit hôtel au charme balinais situé au bord de mer. Voici l'accueil avec un petit coin lecture. Le salon de massage qui nous a fait un bien fou et ses jardins vraiment luxuriants, une vraie petite forêt tropicale. Le calme nous frappe dès notre arrivée. La piscine est ombragée par des palmiers et des bougainvilliers, mais par contre la plage devant l'hôtel n'est vraiment pas terrible. Elle est située non loin des bateaux qui vous emmènent chaque jour sur une île proche et nous ne sommes pas très confiants en ce qui concerne la qualité de l'eau. D'ailleurs, nous n'irons jamais nous baigner. Mais quel plaisir de prendre son petit déjeuner les pieds dans le sable. Voici d'ailleurs le coin petit-déj. Je m'attarderai dans chaque hôtel sur cet endroit car ma fille adore son ventre et m'a demandé de les filmer. Premier contact avec la musique traditionnelle balinaise, j'en connais une qui n'apprécie pas vraiment. Allez, ne perdons pas de temps, l'exploration commence. Nous longeons le bord de mer à droite de l'hôtel et découvrons une autre plage beaucoup plus rassurante. Nous n'irons toujours pas nous baigner après ces 19 heures de voyage, nous préférons nous détendre à la piscine. Nous en avons une privée devant notre chambre, mais l'eau est un peu froide, souvent à l'ombre. Nous préférons celle de l'hôtel. En plus, il n'y a pratiquement jamais personne. Je tente un premier motion lapse pas très convaincant. Cette fois, nous partons à gauche de l'hôtel et nous tombons devant un champ de scooters. C'est le moyen de transport le plus utilisé en Indonésie. Puis nous arrivons sur un autre parking, celui des bateaux reliant Bali à l'île de Nusa Penida. Depuis 1930, l'île de Bali profite d'un développement positif du tourisme. C'est d'ailleurs sa principale ressource financière. Influencés par les images paradisiaques partagées sur les réseaux sociaux, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à se rendre sur l'île. À cause de cette publicité soudaine, Bali est rapidement passé du coin sauvage et tranquille à un quasi-parc d'attractions pour touristes. Je n'ai pas les chiffres de 2019, mais environ 16 millions de voyageurs ont visité l'île en 2018. Du coup, le gouvernement balinais fait face à un défi profond. Les structures prévues pour accueillir les visiteurs grignotent le front de mer et se répandent sur les îles voisines, jusqu'alors épargnées par le tourisme de masse. Allez, c'est l'heure de manger. Après un poulet curry coco, nous retournons à la piscine où je vais faire une découverte culinaire extraordinaire. La noix de coco fraîche. C'est elle la coco fraîche ? C'est drôle ça, dis-moi. Il s'agit en fait d'une noix de coco jeune qui n'a pas eu le temps de sécher. Elle contient beaucoup d'eau. L'eau de coco est une excellente boisson isotonique. Ce terme indique que la concentration en électrolytes est proche de celle du milieu sanguin. La boisson rétablit dans les meilleurs délais les déséquilibres consécutifs à l'effort. C'est tellement le cas qu'elle fut utilisée durant la guerre du Pacifique entre 1941 et 1945 pour faire des transfusions aux soldats blessés en manque de plasma humain. Allez, une petite visite des jardins jusqu'à notre chambre. Je me rends déjà compte d'une chose, nous sommes deux et je serai le principal utilisateur de l'équipement vidéo, donc on ne me verra pas beaucoup. J'ai calculé nos apparitions sur plus d'1 heure de film, Chacha sera visible environ 10 minutes et moi juste 2 minutes. Oh ça va, on va te voir. Tiens, bah regardez, c'est qui dans le reflet de la fenêtre ? Profitez-en, il lui reste 1 minute 56. Bon du coup, je vais changer de titre.
Ce matin, nous partons en mer avec Dune Atlantis, un club de plongée ouvert par des Français en 1996. Nous allons près des falaises de Nusa Penida, sur 2 sites différents avec palmes, masques et tuba. Chacha n'est vraiment pas à l'aise dans l'eau et vu sa tête, je pense qu'elle n'est pas trop rassurée. Le premier site, Crystal Bay, est réputé pour ses poissons-lunes. Les mola mola comme ils disent là-bas. Ils peuvent atteindre 3 mètres de hauteur et peser plus d'1 tonne. Je vais profiter de cette sortie pour tester le caisson étanche de l'Osmo Pocket. Au fait, je m'excuse d'avance pour les prochaines musiques. Je suis un peu tombé dans la grande marmite bleue à l'adolescence. Bon pas de poisson-lune, dommage. Pendant que Madame Tortue rejoint les profondeurs, nous remontons sur le bateau direction Manta Point, un site réputé pour ses remontas. J'espère que nous aurons plus de chance. À peine dans l'eau, j'aperçois une masse sombre. Une raie se promène juste en dessous. Cette fois, la chance est au rendez-vous. Mais nous avons un léger problème. Nous avons pris des combinaisons un peu fines et à l'ombre des falaises, nous sommes gelés. On tremble comme des feuilles. Déjà sujette au mal de mer sur le trajet, à peine dans l'eau, Chacha rend son petit déjeuner. Toto, notre guide, la raccompagne sur le bateau. Et là, comme attiré par les restes de croissants et de jus d'orange, je me retrouve nez à nez avec 7 raies manta. Merci Chacha. Elles sont gracieuses, c'est magnifique. Elles peuvent peser jusqu'à 2 tonnes, mais malgré leur taille, on a vraiment l'impression qu'elles volent. Il y a même 2 Black Manta, des raies complètement noires. L'une d'elles reste constamment avec moi. Elle me préfère au plongeur, je ne fais pas de bulles, moi. Regardez bien, elle me fera même un clin d'œil avant de partir. On se rend mieux compte de leur taille sur ces plans. Je retrouve Chacha à l'arrière du bateau, toujours aussi malade. Ce qui n'arrange pas les choses, c'est que Toto a pris des commandes et navigue à fond la caisse. Je suis étonné de la réactivité du petit gimbal de l'Osmo Pocket. Regardez la ligne d'horizon devant le bateau, elle bouge à peine alors qu'on est limite à s'écraser la tête sur le plafond tellement sa navigation est violente. Je te rappelle que je suis malade. Tes explications peuvent attendre, non ? Retour sur la terre ferme, je dois vous expliquer un truc. C'est reparti. Voici une grue crane. Elle permet de faire des mouvements de caméra verticaux tout en gardant l'horizontalité du plan. Eh bien, je me rends compte qu'avec l'Osmo Pocket, au bout d'une perche, je peux faire exactement la même chose avec une amplitude d'environ 3,50 m. Je vais donc abuser de ce mouvement tout au long du séjour. On s'en fout un peu, non ? Bah non, c'est bien d'expliquer des petites astuces de temps en temps. Oui, tu as raison, les enfants vont être ravis de savoir que tu peux faire des mouvements de grue. Oh, mais allez, va te détendre un peu, hein. Au moins, l'eau de la piscine est un peu plus chaude. T'inquiète. Oui, parce qu'à la base, je voulais ramener des images de notre voyage pour les montrer aux enfants. Je suis rentré avec 11 heures de plan. Je pense que ce montage sera un peu plus sympa à regarder, même s'il fait plus d'1 heure. Bon, les valises sont prêtes. Notre séjour à Sagnères est fini. Franchement, même si la chambre et la salle de bain n'étaient pas au top niveau qualité, le personnel était tellement gentil et avenant que nous avons adoré ces 3 jours au Diwankara.
Nous nous enfonçons un peu plus dans les terres pour rejoindre notre deuxième hôtel situé à Ubud. Le Champlong Sari est un hôtel 3 étoiles proche du centre d'Ubud. Le personnel est toujours aussi gentil et attentionné et le cadre est idyllique. Les 2 piscines sont vraiment magnifiques, mais il y a un peu plus de monde qu'à Sanur. Le calme du lieu est encore une fois très appréciable car l'hôtel est entouré par la jungle. Mais il y a des travaux juste à côté et les bruits de pelleteuses sont quand même fréquents. Dommage, la végétation est soignée et bien entretenue. La chambre est spacieuse et plus agréable qu'au Diwankara. La literie est top et le balcon donne sur la jungle. Ah, le balcon, nous allons en reparler dans peu de temps, mais pour l'instant, c'est l'heure de manger. L'hôtel se trouve sur une artère principale d'Ubud, donc on trouve un restaurant tous les 10 mètres. Nous nous arrêtons au Aisip et commandons des spécialités locales. Des rouleaux de printemps vietnamiens, Vachement local. un mi goreng pour madame et un bol de poulet grillé au quinoa pour monsieur. Retour à l'hôtel, nous croisons un sympathique vendeur itinérant. Attention, je vais lui dire merci en balinais. Pendant tout le séjour, les gens vont se marrer dès que j'essaierai de parler dans leur langue. Même Chacha a l'air de s'en amuser. T'étais un peu ridicule quand même. Ouais, sympa, merci. Ubud est ultra touristique. Des boutiques souvenirs à foison, des restaurants, des glaciers à ne plus savoir où manger. Je pense qu'il vaut mieux voir Ubud comme un lieu central et pratique pour visiter l'île. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Retour au Aisip car j'ai vraiment envie d'essayer un smoothie bowl. C'est smoothie bowl, mais le nom c'est monkey ball. Vous avez entendu? Monkey ball? Monkey c'est singe en anglais? Rendez-vous sur le balcon demain à 6h30 du mat. L'hôtel est juste à côté de la forêt des singes. Il s'agit d'une forêt sacrée où vivent des centaines de macaques. Et tous les matins, ils viennent se balader dans l'hôtel pour récupérer tout ce que les touristes ont laissé traîner. En bas, regardez, c'est la planète des singes. Non, tu m'as pas là. Vas-y, il y avait quelqu'un qui a laissé une bouteille, alors il joue avec. Regardez, là on part prendre notre petit déjeuner. Je vous laisse le son ambiant. Un peu flippant, non? Au fond, c'est plutôt marrant d'avoir des singes dans l'hôtel. Mais franchement, c'est hyper stressant. Il faut tout le temps faire gaffe à ses affaires parce qu'ils essayent de tout voler. Allez, un rapide tour du coin petit-déj pour Inès, car aujourd'hui nous allons faire une grosse journée d'excursion. Tiens, encore une qui se marre quand je lui parle en balinais. On décide de prendre un dernier café au bord de la piscine. Grosse erreur. J'ai juste le temps d'enlever les téléphones de la table basse. Regardez la rapidité d'exécution. Et hop, un paquet de clopes en moins. Désolé pour le cadrage, mais la situation était tellement soudaine que j'ai eu un peu de mal à gérer. Le deuxième macaque regarde son pote et se rend compte qu'il n'a rien. Il revient à la charge, hyper agressif. Mais heureusement, j'ai tout rangé. Il comprend assez vite qu'il n'aura rien et abandonne. Voilà notre quotidien dans l'hôtel. Pour vous dire, parfois j'attachais mon sac de matériel vidéo à l'échelle de la piscine pour me baigner tranquille. Mon paquet finira déchiqueté sur le toit de l'hôtel. Après ce petit déj plutôt mouvementé, nous partons visiter l'île. Vu le programme sur le papier, je demande à notre guide combien de temps allons-nous rester en moyenne sur les différents sites. Elle me répond 10 minutes. Ça va pas le faire. Comment vais-je pouvoir ramener de belles images avec si peu de temps? Nous décidons d'annuler une des cascades car nous devions en visiter 2. Mais pour l'instant, nous remontons plus au nord pour visiter les rizières de Jatilouhi. Jatilouhi, qui en français signifie vraiment merveilleux. Cela nous donne déjà un aperçu de ce qui nous attend. Un panorama à couper le souffle de champs de riz authentiques sur les terrains les plus fertiles de l'île. Elles s'étendent sur plus de 18 km. Ces magnifiques rizières formant un bel amphithéâtre naturel constituent un parfait exemple du fonctionnement des sous-bacs, ces systèmes d'irrigation et de gestion de l'eau qui sont farouchement ancrés au plus profond de la culture balinaise. C'est d'ailleurs sans surprise que le site est considéré comme l'une des plus belles rizières de Bali et a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Cela évitera certainement de voir son paysage souillé ces prochaines années par des constructions d'hôtels, des villas ou encore de poulaillers géants. Oh, j'adore cette petite caméra. Avec l'aide de la perche, je peux me faufiler absolument partout.
Après environ 1h30 de balade, nous reprenons la route. Mais avant de repartir, petite photo souvenir quand même. Ouais, j'ai vraiment une tête d'abruti sur les photos. Bah si c'était que sur les photos. Méchante. Nous nous dirigeons maintenant vers les sources chaudes d'Anxerie. Cette source d'eau chaude d'origine volcanique se situe dans un village reculé, donc il y a très peu de touristes. Ce sont principalement des locaux qui l'utilisent. La nature qui l'entoure renforce le sentiment de sérénité. La température est d'environ 39 degrés. C'est super agréable et relaxant. D'après les gens du pays, cette eau de source chaude laiteuse à cause du soufre est censée calmer les démangeaisons de l'eczéma et soigner les rhumatismes. Allez, une petite photo avec encore une fois ma tête de L'excursion continue. Cette fois, nous allons visiter un temple bâti sur les berges du lac Bratan. Le temple Ulundanu Bratan contient 9 lieux de culte hindouiste pour un total de 285 sanctuaires et pavillons dédiés aux dieux et déesses de l'eau, de l'agriculture, de l'art et de l'artisanat. Le lac Bratan est le deuxième plus grand lac de Bali. Il est connu pour être la source principale d'irrigation d'eau pour le centre de l'île. C'est d'ailleurs pour cette raison que le temple est consacré à Dewi Danu, la déesse des lacs et des rivières. J'ai quand même beaucoup de mal à faire des images sans touristes. Il y en a vraiment beaucoup. Construit en 1633, il se compose d'un ensemble de sanctuaires disséminés sur plusieurs îles. En effet, lorsque le lac est rempli, l'édifice sacré semble flotter sur l'eau. Attention, un sourire commercial de Chacha. Il a été reconstruit en 1926 car une coulée de lave avait détruit l'ancien temple. Ulundanu Bratan jouit du privilège de faire partie des temples directionnels qui assurent la protection de l'île contre les esprits maléfiques. Cette fois, nous quittons la route pour emprunter un chemin assez étroit de 2,5 km. Comme sur le bateau, remarquez le travail de stabilisation de cette petite caméra. C'est étonnant. Au programme, les cascades jumelles de Banyumala. Eh bien, elles se méritent. La descente de 20 minutes est assez rude. Je n'ai jamais pu voir remonter. Allez, mamie! Et franchement, ça valait la peine. Bon, je le regrette maintenant, mais préférant ramener des images, je n'ai pas été me baigner. Chacha, elle, n'a pas hésité malgré la température de l'eau. J'ai trouvé que c'était l'endroit idéal pour tester des ralentis à 120 images par seconde. Ce mode est accessible en HD sur l'Osmo Pocket, mais pas en 4K. Je vais donc me retrouver avec des plans réduits de moitié. Bon, c'est pas grave, il suffira de zoomer dans l'image. J'espère juste que la définition ne sera pas trop impactée. C'est un peu limite, je trouve. Franchement, tu aurais dû me rejoindre, c'était trop bien. Bon, pendant que Chacha s'éclate, je continue mes tests. Ici, c'est du 50 fps réduit à 25. Je tournerai d'ailleurs tout le voyage en 50 images par seconde, ce qui me permettra d'avoir de beaux ralentis. Ici, et le plan suivant, c'est du 120 fps HD gonflé en 4K. Le site est vraiment magnifique. Comme il est un peu difficile d'accès, il n'y a pas trop de touristes. Bon, maintenant il va falloir remonter. On n'a pas fait la moitié encore. Magnifique. Et madame, prendre une moto. 1,50 € pour faire la montée. Eh bien non, pas de moto.
Allez, on respire, on souffle, on respire, on souffle. Après l'effort, le réconfort. La journée se passe magnifiquement bien. On en prend plein les yeux à chaque fois et notre guide Kadek est vraiment très gentil. Nous restons dans le même thème, car après les cascades jumelles de Banyumala, nous nous rendons au lac jumeau. Les lacs jumeaux de Bouyan et Tamblingan font partie d'une série de 3 lacs avec le lac Bratan, formé dans le cratère d'un ancien volcan situé dans le nord de Bali. La vue est vraiment splendide. Nous rencontrons un Balinais au business plutôt exotique sur le bord de la route. Il propose moyennant un peu d'argent de nous laisser porter ces animaux attrape-touristes comme sa roussette. Je ne cautionne absolument pas ce genre de business, mais Sacha s'en amuse beaucoup. Je profite de cette rencontre pour sortir ma petite lentille macro. On reparlera de cette lentille un peu plus tard d'ailleurs. Il est beau l'iguane. Il s'approche de ma tête, dis-lui. Ok, it's okay, you can, tu peux le prendre, oui, laisse-moi le faire. Allez, c'est l'heure de rentrer à l'hôtel. On va parler un peu technique. Oh là, ok, bah tu me réveilles quand on arrive à Ubud, hein. DJI propose un mode flat sur l'Osmo Pocket, le Dessiné-like. Si je supprime l'étalonnage, vous allez voir le plan original. Vachement terne, hein? Ah, c'est moche. Bah, je croyais que tu dormais, toi. Filmer en mode flat permet par la suite de récupérer un maximum d'informations dans les zones claires et foncées de l'image, ainsi que dans les couleurs. Par contre, je trouve que l'Osmo Pocket n'assure pas trop en basse lumière. On se retrouve assez rapidement avec beaucoup de bruit. Sur cette séquence, en plus de l'étalonnage, j'ai rajouté un filtre anti-bruit. Le problème de ce genre de filtre, c'est qu'il a tendance à trop lisser l'image. On perd vachement en détail. Voici le résultat après étalonnage. Ça va être encore long là, le cours de vidéo? J'arrive pas à dormir. C'est fini, t'inquiète, mais on va passer à autre chose. Oh là là, qu'est-ce que t'es chiant. On arrive à peu près à la moitié du film et je ne sais absolument pas si ce format fonctionne. Cela va être sympa à regarder pour la famille ou les amis, mais ceux qui ne nous connaissent pas ont sûrement zappé depuis longtemps, je pense. Bah ouais, c'est sûr, arrête tes tutos vidéo aussi. Oui, mais je l'ai dit dans l'intro, je ne voulais pas faire un clip comme le film du Portugal. Je veux expliquer notre séjour, faire une sorte de road movie, mi-documentaire, mi-réalité. Ouais, et ce qui est cool aussi, c'est que comme tu es un peu Alzheimer, ça te fera des souvenirs. Ah, ça y est, madame est énervée. Bon, ça y est, on est arrivé. Tu as bien dormi? Haha, très drôle. Nous retournons au Icip Icip car je veux essayer un autre smoothie bowl. J'adore ces bols de fruits le soir. Ceci est un body fit à la betterave. Et mamie, elle a pris une sous-soupe ce soir. Icip bowl avec banana, fraises, fruits du dragon, coco râpé. Cette journée a vraiment été riche en émotions et je pense que nous allons passer une bonne nuit. Enfin, si on arrive à s'endormir. Donc voilà, il est 22h, on est crevés, et ces abrutis de singes, ils sont énervés comme tout, ils foutent le bordel, on peut pas dormir. Et comme si on n'en avait pas assez, devinez notre programme de demain. Aujourd'hui, on visite la forêt des singes. Bah oui, c'est la fameuse forêt qui est collée à notre hôtel. Je ne sais pas si vous avez connu les vidéos de Patrick Bouchitet dans les années 90. Il faisait parler des animaux. C'était un peu naze, mais les enfants adoraient ça. Ne me dis pas que tu vas essayer de faire comme lui. Oh, j'adore mon caillou. Il roule, il fait du bruit, il est trop bien ce caillou. Regarde. Oh bah merde, il est où? J'arrive plus à le récupérer, il est où mon caillou? Rendez-le-moi.
Bon, je vais peut-être rejoindre les copains dans les arbres en fait. Oh ouais, c'est trop bien de grimper dans les arbres. Ah mais j'en ai marre de leur panier là, ils en foutent partout. Tiens, regarde ce que j'en fais moi de la offrande. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je l'ai perdu, bordel. Merde, elle est où Mais bouge pas. Mais ça y est. Oh, mais elles sont trop bonnes tes puces, chérie. Maman, c'est quand qu'on arrive? Mais arrête de poser cette question, c'est énervant à la fin. Bon, on va s'arrêter là, j'en ai marre. Ah cool, moi aussi je veux manger. Tiens, et tais-toi maintenant. Ah trop cool, merci maman. T'as fait tes devoirs? Ah oui papa, je peux aller jouer maintenant? Non, pour l'instant tu restes là, je vais chercher un peu à bouffer. Allez papa. Ouais, elle me saoule lui avec sa caméra. Mais arrête de bouger, c'est pas grave. Non mais il saoule trop là. Et moi j'en ai des puces. Non, c'est bon. Fais-moi un bisou. Ta gueule. Non mais comment il parle à sa femme, lui, quel connard. Bon allez, je finis ma banane et je vais aller à l'hôtel à côté, voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Bon allez, j'arrête de faire mon bouchité à 2 balles. Bah oui, merci. Le macaque à longue queue ou macaque crabier est un animal social qui vit en groupe de 5 à 60 individus. Il a l'air plutôt cool. Oui, mais il y a quand même pas mal de recommandations à l'entrée de la forêt. Il ne faut pas les regarder dans les yeux, par exemple. Ils considèrent que c'est un affront. Tiens d'ailleurs, regardez avec lui par exemple. J'ai oublié la consigne. Remarquez ensuite son regard qui passe de la caméra à ma tête. Une fois qu'il verra que je ne le regarde plus, il se focalisera sur son caillou comme si de rien n'était. En plein milieu de la visite, nous assistons à un conflit entre 2 clans de singes. Un adulte, en mode Roman Polanski, va s'en prendre à un jeune macaque. Un de ses potes va essayer de l'aider et va se faire dégager direct. Le clan des petits macaques va réagir immédiatement et va tout faire pour éloigner le méchant pédophile. D'un coup, les 2 clans entrent dans un conflit énorme. Les touristes ne tardent pas à s'éloigner de la scène. Une seule personne au courage exemplaire va entrer dans la mêlée afin de vous ramener des images au plus près de l'événement. Non mais regardez le professionnalisme du mec. Mort de rire, tu te la racontes pas un peu là? Ça va, j'aurais pu laisser ma peau quand même. La mère a bien récupéré son petit et se planque en haut d'un arbre. Eh ouais, voilà ce que c'est, madame, de laisser traîner sa progéniture sans surveillance. Oui, pas la peine de me regarder comme ça, C'est l'heure de manger. Nous cherchons un restaurant depuis la veille, les propriétaires sont français et tout le monde en parle sur YouTube. Nous finissons par le trouver, mais il n'y a plus de place, même pour le soir. Nous essayons du coup un restaurant bio-végétalien un peu plus loin, le Soma. Le végétalisme est un régime alimentaire qui ne comporte que des aliments issus du monde végétal. L'endroit est superbe et les plats sont vraiment délicieux. Mais alors le personnel, au secours. Ils sont hyper désagréables, pas un sourire et d'une lenteur incroyable. Tiens, juste à gauche, c'est le fameux restaurant dont tout le monde parle. Nous avons réservé pour le dîner de demain soir. En route pour l'hôtel, je m'amuse à filmer avec l'Osmo Pocket au bout de la perche à 3,50 m du sol. Filmer de cette manière me permet d'avoir une sorte de rendu drone à vitesse lente, sans me soucier des problèmes d'autorisation de tournage. Nous passerons l'après-midi à la piscine de l'hôtel et irons nous coucher assez tôt car la journée d'excursion de demain ne va pas nous laisser beaucoup de temps de sommeil. Nous avions rendez-vous à 2h30 avec notre chauffeur, donc réveil à 2h du matin. Nous nous rendons au sommet du Mont Batur à 1717 mètres d'altitude pour contempler un lever de soleil et je vais essayer un time-lapse pour immortaliser l'instant. Après 1h30 de voiture, nous rejoignons notre guide au pied de la montagne. Allez, c'est parti pour environ 2 heures de trek en pleine nuit.
Le serpent de lumière qui clignote un peu plus bas, c'est les touristes qui nous suivent. La montée est plutôt dure, beaucoup de gros cailloux et le chemin est assez glissant. Nous ferons des pauses assez souvent. Bon, je suis confronté à un problème auquel je n'avais pas pensé, le cadrage. Impossible de savoir avec exactitude l'endroit où le soleil va sortir. Voici le résultat. Voilà, J'ai trop froid. on a super froid. On a 1700 mètres de hauteur. Là, c'est papa. Là, il y a Il est tout en haut. Alors, il s'est mis là où il y a une cabane pour filmer. J'ai préféré me coller à l'arrière de la cabane des guides au bord du vide. Au moins, j'étais sûr que personne ne passerait devant la caméra pendant le time-lapse. C'est des œufs cuits à la vapeur du volcan. Des œufs cuits à la vapeur du volcan. Ils se foutent de ma gueule parce qu'en fait, ils ont été cuits à l'intérieur. Mais c'est pas grave. C'était tout simplement magnifique, extraordinaire. J'ai tout de suite pensé à Johan qui étudiait la photographie. Fiston, t'aurais sorti des clichés de ouf. Franchement, c'était de la frappe. Je trouve que l'Osmo s'en est très bien sorti. J'ai juste nettoyé une trentaine d'images car un drone se baladait dans le ciel. Allez, on se le remet, avec des barscopes cette fois. Je trouve la composition plus intéressante. La région de Kintamani est connue pour être le grenier de Bali. Pas ou peu de rizières comparativement au reste de l'île, mais un climat plus frais et plus humide toute l'année qui permet la culture des agrumes, mais aussi des tomates, des aubergines, du caféier ou encore des échalotes. Pour redescendre, nous empruntons un chemin plus simple, mais un peu plus long, environ 2h30. Sur le bord du trajet, nous croisons nos potes les macaques, et cette fois, Chacha aura bien du mal à s'en séparer. Il est trop mignon. Oui, je veux plus descendre. Je veux plus descendre. Ok. Ah, il revient. Il veut pas te lâcher. Il va te mettre de la banane dans les cheveux. Oui. Le mont Batur est le deuxième plus haut volcan de l'île de Bali. En 1917 et 1926, de grosses éruptions ont complètement détruit le village de Batur. Mais à chaque fois, la lave s'est arrêtée au pied du temple. Croyant à un signe, les habitants ont toujours reconstruit leur village. Il y a eu d'autres éruptions depuis, mais beaucoup moins importantes. Nous redescendons tranquillement tout en admirant ce paysage à couper le souffle. Nous retrouvons les autres touristes qui ont encore 2 bons kilomètres à faire jusqu'à la ville. Par chance, notre chauffeur, Yoga, est natif de la région, donc il a réussi sans mal à nous avancer le plus possible au pied du volcan. Il vient de finir sa nuit dans la voiture d'ailleurs en nous attendant. Bon allez, après ce trek de presque 5 heures, il est temps de se relaxer. Et que peut-on trouver de mieux qu'une baignade dans les sources chaudes du mont Batur? Après cette balade nocturne, l'eau à 40 degrés va nous faire un bien fou. De plus, la vue est magnifique. Les bassins donnent directement sur le lac Batur. Par contre, le site est ultra touristique. Nous avons préféré les sources chaudes d'Anxery, beaucoup plus près de la nature.
Bon, on n'a pas grand-chose à vous raconter sur ce lieu, donc on va aborder un autre sujet. Hein. Oh là, je sens que vous allez encore avoir droit à un tuto vidéo. Vous vous souvenez des plans sur les animaux exotiques au lac Jumeaux? Je les ai tournés avec une petite lentille macro. Je m'amuse à faire des macro-photographies d'insectes dans les espaces verts de ma banlieue parisienne. Et tu te réjouissais de partir à l'étranger pour shooter des nouvelles espèces. Super les vacances. Ça, c'est des clichés en France. En fait, ce n'est pas vraiment des photos, je triche un peu. Je filme les insectes et ensuite je cherche les moments les moins flous sur les plans en 4K. Et ouais, avec cette lentille, la profondeur de champ est ultra courte. Pour vous donner un ordre d'idée, si je fais le point sur l'œil de l'insecte, eh bien son corps sera flou. J'exporte ensuite des photos et je les étalonne. Donc voilà, je m'étais dit qu'à Bali, les insectes allaient être extraordinaires. Eh bien malheureusement, ça n'était pas le cas. J'ai réussi à shooter un pauvre frelon en train d'agoniser sur le bord de la piscine à Sanur, et aujourd'hui, une colonie de fourmis près d'un des bassins. Franchement, je suis déçu, hein. Il n'y avait absolument rien, même dans la forêt des singes, que dalle. Nous sommes partis sur l'île pendant la saison sèche. Il y en a peut-être un peu plus pendant la période de la mousson à partir de décembre. Bon, il est temps de dire au revoir au Mont Batur. Ce lever de soleil était vraiment magnifique. Nous sommes d'accord sur un point, c'est le plus beau souvenir que nous ramenons avec nous. Nous rentrons à Ubud. Pour la séquence qui va suivre, je suis désolé pour le son. Il y avait les fameuses pelleteuses. Voilà, je vais fumer une petite clope tranquille dehors. Et non, monsieur vient me faire chier avec ses gosses. Genre qui me donne à manger. Tu crois que je te vois pas? Bien sûr que je te vois. Ça y est, ce soir nous allons enfin au Melting Wok Warung. Comme nous sommes un peu en avance, attirés par la déco, nous nous arrêtons avant dans un autre restaurant pour prendre un verre. Le lieu est vraiment très beau, calme et reposant, mais ils n'ont pas de jus de fruits. Nous repartirons sans consommer. Ouh, les méchants touristes. Le Melting Wok est ouvert depuis 2011 et les propriétaires sont des Français. Les débuts ont été un peu difficiles, mais avec leur étonnante création, le curry coconut, le lieu est devenu rapidement incontournable, autant pour les locaux que pour les touristes. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont aussi participé au succès du restaurant. Je vais d'ailleurs commencer par un curry coconut. Les saveurs du plat sont juste incroyables et nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous reconnaissez la musique ? Comme tous les matins, nous sommes réveillés par les singes. Mais là, un peu trop sûr de moi et ne regardant pas trop le balcon, nous frôlons la catastrophe. Un des macaques a vu la porte-fenêtre entrouverte et a essayé d'entrer dans la chambre. Je vous raconte pas le bordel s'il avait réussi. Nous refermons in extremis. Ils se vengeront sur mon cendrier. Normal, ils avaient déjà tes clopes, il leur manquait quelque chose. Bah ouais, c'est fermé mec, tu ne pourras pas entrer. Quand il s'est assis sur la rambarde du balcon, j'ai eu l'impression qu'il disait « On est chez nous ici, c'est notre jungle, c'est pas chez vous. » Ok, ce matin on va au marché d'Ubud. Il est 8h, non, il est 8h30, 9h, je sais pas quelle heure. Il est 8h20 exactement. Et on va lui acheter des cadeaux. Vous la reconnaissez? C'est Calici, la reine des dragons. Le marché d'Ubud est surtout un marché de souvenirs pour les touristes. Un labyrinthe d'allées rempli de produits artisanaux. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Ça vous rappelle quelque chose? Il ne faut pas hésiter à marchander. Le matin, les vendeurs vous disent « Donne-moi ton prix ». Et si cela ne leur convient pas, vous faites semblant de partir et très souvent, ils vous en empêchent en vous disant « Ok, c'est bon ». La concentration de stands vendant les mêmes produits permettait de jouer la concurrence assez facilement. La plupart du temps, nous divisions par 3 le prix affiché et ça fonctionnait. Par contre, la partie alimentaire n'est pas très propre. Une forte odeur de viande et de poisson se mélange. Nous prendrons quand même des petits sacs de safran à un prix imbattable. Le fruit rouge au-dessus, c'est le fruit du dragon. Il y en a souvent dans les smoothie bowls. En rentrant, nous croisons une sortie d'école. En Indonésie, l'école primaire est publique. Ils ont environ 4 heures de cours par jour. Puis nous irons prendre un café dans un très bel endroit. Au fond de ce restaurant, il y a un superbe jardin avec des alcôves pour pouvoir manger en toute intimité sur des tables au ras du sol. Madame a préféré rester sur une table conventionnelle pour faire ses comptes après avoir dévalisé le marché. Bon, allez maintenant, passons à la séquence débile du film. Je l'ai nommé la séquence. Bon, je vais faire un test. Alors, c'est le dernier jour à Ubud. Et je fais un test. J'ai mis des fraises sur le balcon pour que les singes viennent les manger. Et on attend, il n'y a toujours personne.
Voilà, c'est super. Donc on va attendre. Hein. On n'a aucun là. On fait une demi-heure. Manqué. Je vais faire mon test. Je vais faire du bruit avec la chaise. Le but étant d'alerter les macaques de l'éventuelle présence de touristes, donc de nourriture sur un des balcons de l'hôtel. Manqué. Ah, là en bas. Manqué. Viens frère. Je vais faire mon test. Je vais balancer une fraise à celui qui est en bas. Pour qu'il monte. Manqué. Mais prends la fraise. Mais il est con. Il la regarde tomber, il la prend pas. Après avoir poireauté plus d'une heure, une famille de singes se pointe enfin pour manger les fraises. Je pense que ce plan est juste le plus moche du voyage. Quand je vous disais que cette séquence était complètement débile. Il ne nous reste pas beaucoup de temps à Ubud. Nous partons vers 14h et profiterons de notre chauffeur pour visiter 2 sites avant de rejoindre notre prochain hôtel. Mais pour l'instant, devinez notre destination. Bah oui, on n'a pas pu s'empêcher d'y retourner une dernière fois. Ils sont tellement gentils et c'est tellement bon. On a de la chance, Philippe, le chef et propriétaire de l'enseigne, est là. Après avoir exercé ses talents de cuisinier et pâtissier à Limoges et Paris pendant 15 ans, il a rejoint sa compagne Géraldine, qui gérait 2 restaurants sur l'île de la Réunion. Après plusieurs voyages de vacances, séduits par le charme de Bali, ils sont venus s'installer à Ubud et ils ne le regrettent absolument pas. Philippe nous laisse même voir la cuisine. Des ingrédients simples, mais le résultat gustatif est surprenant. Je ne suis pas trop dessert, mais je me laisse tenter par une crêpe coco. Extraordinaire. On sympathise assez rapidement avec Philippe qui est adorable. Ils nous racontent leur parcours et les difficultés qu'ils ont eues lorsqu'ils sont venus sur l'île. Allez, je vous laisse la carte du resto. C'était vraiment notre grande découverte culinaire de ce voyage. Pendant des siècles, les sculptures en bois de Bali étaient destinées à des fins architecturales, comme la décoration des temples, des palais et des villas de caste supérieure. La sculpture sur bois n'a connu un essor considérable qu'assez récemment. Peu à peu, sous l'influence occidentale, d'autres thèmes ont fait leur apparition. Avant de sculpter, l'artiste doit trouver le meilleur jour défini dans le calendrier balinais et avoir choisi le type de bois pour tel ou tel type de sujet. Parfois, il demande la bénédiction du prêtre. Il a différentes variétés de bois. Le bois, ça s'appelle l'écorce de crocodile. Oui, comme là, éléphant, oui. Oui. Là, c'est l'écorce de crocodile. Oui, c'est à l'intérieur, la couleur là. Là, c'est le bois hibiscus. Vous voyez les personnages. Il y a 2 couleurs naturelles. Et après, là, le bois ébène. C'est ébène de l'Indonésie. Ébène de l'Indonésie, c'est noir comme ça, c'est un peu foncé. Après ce petit cours très sympathique, nous nous rendons au temple Tamanayun. Pura Tamanayun signifie jardin du temple dans l'eau. Le temple Tamanayun fut construit en 1634 par le Raja de Mengui. Il est entouré de douves et se trouve donc sur une île, le long d'une rivière. La porte d'entrée est impressionnante et démontre toute l'importance accordée au lieu à travers son architecture. Parmi toutes ces œuvres architecturales, la pagode de 11 toits dédiée à Changyangwidi, le dieu suprême du panthéon balinais, reste la plus importante. Elle est la plus haute construction du complexe. À la base, c'était un temple familial où les ancêtres divinisés de la famille royale étaient honorés. Il est l'heure de rejoindre notre 3e et dernier hôtel à Kuta. Alors, on vient d'arriver à l'hôtel à Kuta. L'hôtel est magnifique, je filmerai demain.
Mais première déconvenue, on a 2 lits simples. On va dormir comme des petits vieux ce soir. Chacun dans son lit. Le Sol House est un hôtel 4 étoiles beaucoup plus moderne. Il est très bien situé, à 2 pas de la plage et du centre-ville de Kuta. Le personnel est adorable et très serviable. Les piscines sont immenses et propres. Le buffet du petit déjeuner est très varié. Vraiment beaucoup de choix, à ne plus savoir quoi manger. J'en connais une qui aurait adoré. Il y a pas mal d'Australiens par contre. Normal, ils sont à 2 heures de Bali en avion et Kuta est proche de l'aéroport. De plus, nous sommes arrivés un vendredi soir, donc beaucoup doivent venir passer leur week-end sur l'île. Au lieu du tourisme à Bali, Kuta a également son lot de spots de surf. Si vous souhaitez apprendre, c'est peut-être une bonne option. Vagues fréquentes, fond sableux, eau chaude, idéal pour tout surfeur débutant. Pour les plus expérimentés, louez les services d'un pêcheur local qui se fera un plaisir de vous accompagner au large sur le spot de Kuta Reef, où vous trouverez de belles vagues assez creuses. Bon alors pour la petite séquence qui va suivre, j'ai été un peu bête. Effectivement, je me suis rendu compte en faisant le montage que la plupart du temps durant le séjour, j'embêtais Chacha en l'appelant Mamie. Souvenez-vous, petit retour en arrière. Et mamie, elle a pris une sous-soupe ce soir. Je n'ai jamais pu voir remonter. Et mamie! Bon, et je vous laisse quand même cette petite discussion, je la trouve plutôt drôle. On est à Kuta sur la plage, petit moment de détente avant de partir. Voilà, un petit iced tea, un petit coca. Après, on va aller à la piscine, se reposer. Mamie est fatiguée. C'était dur les vacances pour mamie. Mamie, arrête de dire mamie, si je mets sur YouTube, ils vont pas comprendre les gens. Ah oui. On recommence. Là, tu vas pas me mettre ça sur YouTube. Bah on verra, je ferai le montage, on verra ce que ça donne. Non, je ne veux pas mettre ma tête. Nous restons 3 nuits au Sol House pour terminer notre voyage. L'hôtel est parfait pour se détendre avant de repartir. Allez, petite visite de la chambre. Ok, ça y est, on a notre nouvelle chambre avec un vrai lit pour un couple marié. Hier, on était là-bas, au-dessus de la grosse tonnelle là. Et là, au moins, on a une vue un peu plus sympa, quoi. En bas, sur le jardin. Quand même plus joli. Des petits balcons avec la petite table et 2 chaises qui vont bien. Hein. Et là-bas, la salle de bain. Et la télévision, on n'a qu'une chaîne française à chaque fois et on s'en fout, on n'est pas là pour regarder la télé. Nous passerons le reste de la journée à faire des longueurs dans la piscine et à lézarder au soleil. Kuta est très différente des autres villes que nous avons pu visiter. Les marchands ambulants dans la rue sont limite agressifs et essaient de vous vendre tout et n'importe quoi. Il y en a même un qui m'a sorti une boîte de Viagra de sa banane. Il t'a bien cerné, je trouve. Chacha a eu la bonne idée d'aller se faire les ongles ce soir-là. Vous voyez la petite Australienne à côté de nous? Elle était là tous les jours à attendre sa grand-mère pendant environ 3 heures, le temps que madame fasse ses soins de beauté. Pauvre petite. Bon, en attendant, je vais aller me balader un peu et tester l'osmo sur des plans de nuit. Ah oui, je vais en profiter pour vous parler des offrandes. Devant chacune des portes d'entrée qu'un être humain peut franchir, on trouve des petits paniers de feuilles de palmier remplis de riz, de fleurs, de nourriture, de cigarettes et d'encens. C'est un acte de gratitude permanent, dire merci tous les matins pour la vie, pour les succès récoltés, pour les bons moments passés, plutôt que de regretter un geste, plutôt qu'espérer gagner au loto. Apprécier ce qu'on a eu plutôt que de s'apitoyer sur ce qu'on n'a pas. Une belle philosophie de vie qui transparaît ensuite au quotidien dans l'attitude des Balinais. Voilà une de ces fameuses offrandes. Après 1 heure de balade, je retourne voir Chacha. Elle n'a toujours pas fini. La pauvre petite est toujours là et la méchante grand-mère australienne aussi. Ouais, elle était pas très cool en fait. Elle parlait aux Balinais comme à des chiens. Franchement, c'était une... Du coup, je retourne faire quelques plans en attendant. La technicienne n'avait pas trop compris ce que voulait Chacha et au bout d'1 heure, ils ont tout recommencé. Tout compte fait, les soins auront duré 2 heures. Nous finirons la soirée dans un petit restaurant vegan où, comme d'habitude, je m'éclaterai avec un smoothie bowl.
Aujourd'hui, on part un peu plus au sud à Jimbaran. Vous comprendrez pourquoi après, je ne vous dis rien pour l'instant. On est des grands malades. Ça y est, c'est notre dernier jour. Il est temps de faire un petit point sur ce film. Il est sûrement trop long, mais j'assume mes choix. À l'heure où j'écris ces lignes, le montage est terminé et je vais bientôt finaliser la rédaction des commentaires. J'espère que le film sera fluide, vivant et intéressant. Le problème dans ce genre de réalisation, c'est qu'on se rend vraiment compte du résultat une fois le film terminé. J'aurais pu écrire et enregistrer les voix pendant le montage, mais j'ai préféré bosser par étapes. Surtout que la partie montage a été quand même assez longue, avec en parallèle la fabrication de nombreux éléments graphiques, comme les titres, les cartes ou les photos. Je ne sais absolument pas si je vais le partager sur YouTube. Un film de vacances, c'est quand même un peu personnel. Et j'ai un peu peur qu'il soit ennuyant, 1 heure et 4 minutes quand même. Mais bon, au fond, si vous avez tenu jusqu'à maintenant, c'est que le format fonctionne à peu près. Peut-être que je me limiterai à un lien non répertorié que j'enverrai à la famille et aux amis. Mais s'ils te disent « Vas-y, partage-le, c'est vachement bien », je changerai peut-être d'avis. Mais pour l'instant, on va manger et vous allez vous marrer. Nous allons au restaurant La Brasserie by Belting Walk. Ça vous rappelle quelque chose? Vous vous souvenez? Philippe avait rejoint Géraldine sur l'île de la Réunion avant de venir à Bali. Eh bien, en 2017, donc 6 ans après le premier à Ubud, Géraldine a ouvert un deuxième restaurant avec les mêmes menus, non loin de la mer. Elle s'ennuyait en ville et voulait retrouver l'ambiance côtière de la Réunion. Surtout qu'elle a toujours vécu au bord de la mer, elle est née à Royan. Alors, Géraldine est charmante et attentionnée. Elle me laisse visiter les cuisines pendant la préparation de mon plat. Chacha va prendre un mi-goreng, elle adore ça. Et moi, toujours la même chose, gourmandise quand tu nous tiens. Je vais apprendre que toute la magie du curry coco réside essentiellement dans un mélange d'épices savamment dosé avec du lait de coco. La crêpe coco tire sa force de sa garniture, sucre roux, sucre de palme, de la cannelle et de la crème de coco. Franchement, si vous passez par Jimbaran, n'hésitez pas une seule seconde. Nous partons visiter le temple de Tanah Lot situé au bord de mer. Comme je voulais absolument être bien placé pour faire un dernier timelapse, je n'ai pas pu filmer correctement. D'ailleurs, c'était assez compliqué car les différentes parties du temple sont perchées sur des promontoires rocheux et des barrières nous bloquent l'accès. Je voulais impérativement un coucher de soleil pour terminer le film et vous le verrez dans à peu près 4 minutes. Le voyage a été dense et franchement on en a pris plein les yeux. On a eu l'impression de visiter pratiquement toute l'île mais en fait pas du tout, regardez. Il reste tellement de choses à voir. Si nous revenons un jour, nous emmènerons nos enfants. Allez, on se quitte avec un petit clip qui finira sur le timelapse de Tanah Lot. Les Balinais sont vraiment adorables et ce voyage était juste magnifique.